mes chers amis, c'est la situation entre le Nigeria et le Niger. On aurait pu penser que la situation politique entre le Nigeria et le Niger s'était apaisée quand on a vu il y a quelques mois le chef d'état-major de l'armée fédérale du Nigeria rencontrer son frère, le chef d'état-major de l'armée du Niger, le général Barmou, que je salue. Quand on a vu les deux chefs d'état-major des armées du Niger et du Nigeria se rencontrer, et qu'on a vu que c'était rétabli la fluidité de circulation sur la frontière entre le Niger et le Nigeria, on a pu penser que Tinubu était revenu à la raison et que la confiance s'était, non pas totalement, mais suffisamment restaurée. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On se rend compte très rapidement, grâce aux dénonciations des autorités nigériennes, que le territoire nigérien devient davantage une base arrière des troupes néocolonialistes occidentales, qui sont, comme on le sait, la base arrière des groupes terroristes qui, depuis la déstabilisation de la Libye et du Sahel en 2011, ensanglantent toute l'Afrique. Ce n'est un secret pour personne. L'OTAN a attaqué la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique en 2011. Et cette structure, qui veut que l'OTAN soit la base arrière des groupes terroristes, elle s'est répandue partout dans le monde. Ce n'est pas le tableau blanc de la Syrie qui va nous enseigner autre chose. Je vous ai parlé ici plusieurs fois avec plusieurs preuves de ce mécanisme qui veut que l'OTAN finance les organisations terroristes qui déstabilisent des pays entiers, puis, au motif d'aider à lutter contre le terrorisme, vient installer ses bases afin de contrôler les ressources gazières, pétrolières, les ressources minières, uranium, or, cobalt, lithium, de ces pays-là. Tout le monde a vu l'OTAN attaquer la Libye. Quand je dis ces choses-là, je demande à mes amis que vous êtes de témoigner si vous avez vu. Pendant 6 mois, en 2011, l'OTAN bombardait la Libye. Et quand on dit l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est la principale alliance militaire occidentale. Et les 3 principaux pays qui ont mené cette agression sont les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, et la Grande-Bretagne de David Cameron. Parce que parfois je parle de ces choses-là, je vois certains d'entre vous qui commencent à trembler. Vous commencez à trembler, pourquoi? Vous n'étiez pas là sur la terre en 2011, la plupart d'entre ceux qui sont là sont nés avant 2011. Vous n'avez pas vu l'OTAN attaquer la Libye? Vous n'avez pas vu l'OTAN tuer Kadhafi? Vous n'avez pas vu l'OTAN attaquer la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique? Vous n'avez pas vu l'OTAN armer Al-Qaïda et l'État islamique? Vous n'avez pas vu Al-Qaïda et l'État islamique envahir le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Nord Cameroun, le Tchad? Vous avez vu cela, oui ou non? Vous êtes témoin de cela, oui ou non? Vous, mes amis, qui êtes en direct de cette émission. Si vous êtes témoin de cela, comment peut-on comprendre que de soi-disant intellectuels africains, en tout domaine, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ne soient pas capables de partir de cette évidence élémentaire? À savoir que la déstabilisation africaine contemporaine est l'œuvre de l'alliance militaro-politique occidentale. Si c'est l'OTAN qui a bel et bien détruit la Libye et assassiné Kadhafi, si c'est l'OTAN qui a bel et bien permis aux organisations terroristes que sont l'État islamique et Al-Qaïda de s'armer en Libye et de déferler au Sahel, est-ce qu'il est possible à quelqu'un qui est doué de bon sens de penser que l'OTAN peut participer sincèrement à la lutte antiterroriste en Afrique? Réponse non. Or, les dirigeants de la CEDEAO se sont permis de considérer l'OTAN comme un partenaire principal dans la lutte antiterroriste en Afrique. Ils ont même accordé un bureau à l'OTAN à l'intérieur de la CEDEAO. La CEDEAO, dont le Nigeria est l'une des grandes puissances, est la plus grande puissance politique africaine. Cette organisation a accordé à l'OTAN de participer à toutes ces réunions stratégiques. Cette organisation est donc une organisation vassale de l'OTAN.
Ainsi, le Nigeria, le Togo, le Niger, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Gambie, le Libéria, tous ces pays-là qui sont encore membres de la CEDEAO travaillent dans la CEDEAO en étroite collaboration avec l'OTAN qui déstabilise officiellement l'Afrique. Comment une organisation régionale qui prétend combattre le terrorisme peut avoir la principale organisation politico-militaire qui a installé le terrorisme à l'intérieur de ses propres bureaux? Si vous voulez combattre le terrorisme en Afrique, est-ce que vous pouvez efficacement le combattre en ayant des officiers de l'OTAN qui ont organisé l'invasion de la Libye, la destruction de la Libye, l'armement d'Al-Qaïda et de l'État islamique, l'invasion du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad, du Cameroun, du Nigeria, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, qui s'en est suivi? Est-ce que vous pouvez sérieusement dire devant vos enfants, en tant que père de famille, nous combattons en Afrique le terrorisme avec l'OTAN, mais nous savons que c'est l'OTAN qui a organisé la grande attaque terroriste de la Libye, que l'OTAN a permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer en Libye, que l'OTAN leur a permis de déferler dans le Sahel. Mais nous, qui sommes des pays de la CEDEAO, travaillons étroitement avec les puissances de l'OTAN pour combattre les terroristes que l'OTAN a installés. Pouvez-vous le dire à un enfant qui a atteint l'âge de raison, même seulement de 7 ans, un enfant de 7 ans qui a atteint l'âge de raison, est-ce que papa peut lui dire le soir, nous combattons les terroristes avec l'organisation qui les a fait venir. Nous nous faisons conseiller par l'organisation qui a fait venir les terroristes pour les combattre. C'est de la folie. Comme le dit mon ami Kalidezo, c'est de la schizophrénie que de dire nous combattons les terroristes avec l'alliance militaro-politique qui les a fait venir. Car soit tu combats les terroristes et dans ce cas ils sont en face et tu les affrontes, soit tu ne combats pas les terroristes et tu es avec eux et tu ne les affrontes pas. Tu fais semblant de les affronter. Est-ce que vous comprenez? Voilà la contradiction dans laquelle s'est retrouvée la CEDEAO. La CEDEAO est sous l'influence du néocolonialisme français et de l'OTAN, qui siège dans toutes ces instances et qui surveille toutes ces décisions et qui ont perverti ces textes fondateurs par la fameuse déclaration des principes politiques de 1991 qui a fait en fait de la CEDEAO un moyen de contrôle de l'Occident sur l'évolution politique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, par définition, un pays de la CEDEAO est un danger pour un pays de l'AES. C'est un danger géopolitique et géostratégique parce que la CEDEAO est sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà les faits tels qu'ils se donnent à apprécier normalement. Mais qui plus est, je parle toujours du Nigeria. Aujourd'hui, tous les experts africains, tous les intellectuels africains, tous les leaders politiques africains possèdent suffisamment l'information suivante. Les deux principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont des créations des renseignements généraux de l'OTAN et de ses alliés au Moyen-Orient. Quand vous étudiez l'histoire d'Al-Qaïda, jusque dans les années 80, vous trouvez les services de la CIA américaine créant Al-Qaïda pour combattre les communistes soviétiques en Afghanistan. Quand vous étudiez l'histoire de l'État islamique, vous retrouvez la naissance de l'État islamique en bonne entente entre les services de renseignement occidentaux, notamment la CIA, les services des alliés de l'OTAN au Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël et les monarchies pétrolières sunnites du Golfe, vous les retrouvez au cœur du processus qui a permis l'émergence de l'État islamique. Et vous avez de nombreuses preuves, 1, de financement, 2, de livraison d'armes, 3, en réalité de reconversion d'agents, d'infiltration d'agents, d'actions concertées entre les puissances occidentales, les monarchies sunnites du Moyen-Orient et les organisations terroristes. Aucun dirigeant africain aujourd'hui ne peut dire qu'il ne possède pas l'information que je donne. Tous
tous les dirigeants africains savent que ce sont les impérialistes occidentaux qui sont derrière les terroristes. Tous les dirigeants africains savent que l'Afrique est attaquée par l'impérialisme occidental et moyen-oriental à travers les groupes terroristes. Paul Biya du Cameroun le sait. Oligui Nguema du Gabon le sait. Tshisekedi Félix le sait. Sassou Nguesso du Congo le sait. Mahamat Idriss Déby du Tchad le sait. Touadéra, Paul Archange le sait. Le président sud-africain, il le sait. Le président angolais, Lourenço, le sait. Le président Ouattara le sait. Le président Tinubu le sait. Patrice Talon le sait. Faure Gnassingbé le sait. Diomaye Faye le sait. Il n'y a pas un seul président africain qui ne sache pas, grâce aux informations de ses services, que les principales organisations terroristes sont des émanations de l'Alliance otanienne, avec ses alliés du Moyen-Orient. Mieux, les présidents africains savent tous que plusieurs monarchies pétrolières du Golfe jouent un rôle clé dans la déstabilisation de l'Afrique. Exemple, le Qatar. Le Qatar a militairement participé à l'attaque contre la Libye. L'aviation qatari a participé au bombardement contre la Libye. Elle a massivement participé à la livraison des armes et des moyens financiers des groupes terroristes. Et le Qatar ne s'en est pas caché. Donc, quand on revient à la situation avec le Nigeria, on voit très bien l'avertissement que nous lancions. Lorsque les yeux doux du chef d'état-major de l'armée du Nigeria étaient en train d'être roulés devant les responsables du Niger, ceux qui suivent les travaux de votre serviteur dans cet oratoire se souviendront que j'avais dit que tant qu'il n'y a pas de changement politique à la tête du Nigeria, avec l'émergence d'un leader révolutionnaire panafricaniste, le Nigeria serait toujours un danger pour le Niger et pour toute l'AES. Je vous en prie, vous êtes mes amis et mes premiers témoins dans le domaine public. Ai-je dit ou non, quand j'ai vu le chef d'état-major du Nigeria et le chef d'état-major du Niger se rencontrer, fraterniser, ce qui est normal, ai-je dit oui ou non que cela ne signifiait pas que le Nigeria serait une garantie de paix et de sécurité pour le Niger? Je l'ai dit ou pas? Je suis venu ici dire que la CEDEAO avait choisi d'embrasser l'AES désormais pour mieux l'étouffer. Je l'ai dit oui ou non? Vous êtes mes témoins. Je l'ai dit publiquement à nos honorables autorités du Niger en leur disant: n'ouvrez pas les bras aux dirigeants nigérians actuels parce que les dirigeants nigérians actuels ont fait allégeance à l'OTAN. Dès lors qu'un dirigeant africain fait allégeance à l'OTAN, il est un danger pour l'Afrique, car il acceptera tous les plans de déstabilisation qui permettent à l'OTAN de faire avancer sa mainmise sur les ressources naturelles africaines. J'avais prévenu nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel que l'assouplissement de l'attitude de la CEDEAO, et en particulier celle du Nigeria, ne signifiait pas la renonciation au plan de déstabilisation du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Ça n'a pas duré. Les autorités nigériennes ont fait état d'informations fiables selon laquelle les puissances hostiles de l'OTAN sont en train de renforcer leurs installations au Nigeria dans une posture d'agressivité orientée vers le Niger. Et cela se fait avec qui? La complicité de Tinubu, la complicité des autorités nigérianes. Donc, ce que je craignais se confirme. Et nous devons donc par là comprendre ceci. Il faut encourager la révolution panafricaniste au Nigeria. Et il faut encourager nos frères nigérians à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire à rendre les richesses du Nigeria au peuple nigérian. Parce que le peuple nigérian, comme vous voyez là, a des réserves pétrolières parmi les plus importantes sur la terre.
mais c'est un peuple qui souffre de pénurie de pétrole. Ce peuple a des réserves naturelles qui lui permettraient d'avoir un niveau de vie exceptionnellement élevé. Mais ce peuple, dans son écrasante majorité, croule dans une misère crasse. Ce pays est paralysé par une corruption immense, une corruption indicible, inhumaine, monstrueuse. Et Adebola Tinubu, le président nigérien, est un homme corrompu du cheveu de la tête au dernier orteil des pieds. Pour preuve, il est impliqué dans des affaires de faux diplômes aux États-Unis. Il est impliqué dans le trafic de drogue dans les tribunaux américains. Tinubu que vous avez là. Donc en fait, les Occidentaux le tiennent par ces casseroles qu'ils traînent dans leurs tribunaux. Vous savez, les Occidentaux, quand ils se débrouillent et réussissent à faire que tu sois corrompu, ils n'hésitent pas à utiliser ça comme un moyen de chantage contre toi. Et quand tu n'es pas corrompu, ils font comme ils font contre moi, ils essayent d'inventer une corruption pour essayer de te noyer grâce à elle, notamment en te séparant de ton peuple. C'est leur méthode. Ils tiennent Tinubu. Tinubu est un pantin dans leurs mains. Les multinationales du pétrole, du gaz, qui exploitent le Nigeria pour des intérêts occidentaux et moyen-orientaux, tiennent Tinubu, qui est leur pantin. Quand je l'ai vu venir ici à Paris, avec ses yeux iboutiques, torves, ses yeux amorphes, j'ai senti que des coups tordus de plus se préparaient contre le Niger. Car quand cet homme vient voir ses maîtres occidentaux, c'est pour leur donner des garanties supplémentaires. Entendu qu'ils lui en veulent, de n'avoir pas été capable d'engager l'armée nigériane dans une guerre contre le Niger en 2023. Il voulait vraiment que l'armée nigériane aille en guerre contre le Niger en 2023. Il voulait instrumentaliser le sang nigérien, pour verser le sang nigérien. Cette guerre a été évitée et empêchée par trois forces. Au Nigeria, les sénateurs et les députés de la partie nord du Nigeria, qui est frontalière du Niger, et qui, en réalité, est en continuité ethnique avec le Niger. Ils se sont insurgés contre Tinubu au Parlement. Tinubu n'a pas pu envisager d'avoir les 2/3 ou 3/4 du Parlement nigérian pour déclarer la guerre. Ça a été son premier blocage. Le Parlement nigérian a fonctionné contre lui, et notamment les sénateurs et députés du Nord, qui sont des frères de sang, des alliés de famille avec les Nigériens. Ils sont allés dire là-bas que celui qui s'amuse à attaquer le Niger, le nord du Nigeria se rébelle et participe à la guerre contre lui. Voilà la première chose qui a fait freiner Tinubu. Et c'est cela qui a fortement rassuré d'ailleurs les Nigériens. Si les Nigériens ont relativement fait confiance à un retour à la normalité avec le Nigeria, c'est parce que les Nigériens ont bénéficié de la fraternité de leurs frères de la frontière nord du Nigeria. Toute la partie nord du Nigeria, les autorités civiles, les autorités traditionnelles sont solidaires du Niger parce que ce sont les mêmes peuples. Ce sont les mêmes Haoussa. Ce sont les mêmes Zarma. Ce sont les mêmes Peuls que vous avez des deux côtés de la frontière tracée par le colon. Ils ont des alliances. Ils ont des mariages. Ils ont les langues en commun. Les traditions en commun. Ils ont même des chefferies traditionnelles communes. Voilà pourquoi Tinubu a échoué. Tinubu est un Yoruba. Il a échoué à utiliser l'armée nigériane contre le Niger. Parce que l'armée nigériane est remplie de gens qui sont de la même ethnie et des mêmes chefferies traditionnelles que les Nigériens. Niamey, par la grâce et les hasards de Dieu, se trouve au sud du Niger. Or, qui dit le sud du Niger, dit le nord du Nigeria. Pour aller de Niamey au Nigeria, tu n'as même pas besoin de faire un effort. Tu montes sur une moto, tu arrives au Nigeria. Et voilà comment d'ailleurs les opposants persécutés au Nigeria ont souvent facilement échappé à la persécution. Parce qu'il suffit que tu franchisses même le fleuve, la Benue, à certains endroits, tu es déjà au Nigeria. Pouce déchiré, tu es parti. Il y a de nombreuses histoires d'opposants nigériens qui ont échappé à la dictature en filant à moto ou à pirogue seulement. Paix à son âme, le regretté Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, et je pense d'ailleurs ancien premier ministre du Niger, a échappé plusieurs fois comme ça. À Issoufou et même à Bazoum, il a échappé parce que entre le Niger et le Nigeria,
de Niamey au Nigeria, c'est juste le temps d'une glissade. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Et comme ces peuples ont gardé fortement les langues africaines et les traditions africaines, mais les Nigérians du Nord se demandaient si Tinubu est devenu fou. Il leur demande de tuer leurs parents. Il leur demande d'attaquer Zender, d'attaquer Niamey. Pourquoi? Pour faire plaisir au néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, à l'OTAN? Ils ont dit non. C'est la première raison. Il y a une deuxième raison. C'est la mobilisation du Mali et du Burkina Faso aux côtés du Niger. Quand le Mali et le Burkina Faso ont dit, si vous attaquez le Niger, nous combattons aux côtés de nos frères nigériens, nous y allons. Ça va être la guerre mondiale d'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria a essayé de compter les troupes qui iraient avec lui. Il a regardé le petit Bénin de Tinubu, de comment il s'appelle, de Talon qui s'agitait. Mais le Bénin a quelle armée? Le Bénin a quelle armée aujourd'hui? L'armée béninoise est réduite à rien du tout, puisque Talon ne lui fait pas confiance et qu'il se fait protéger par les Rwandais. Donc, les Nigériens ont vu que s'ils comptent sur le Bénin, ils ne peuvent pas y aller. Ils ont regardé le Togo. Le Togo a quelle armée qui va sortir du Togo pour aller? Et puis, le président togolais n'était pas très chaud pour tout cela. Il a toujours été dans la réticence. Ils ont regardé la Côte d'Ivoire, Ouattara, avec ses soi-disant 1500. Les Nigériens ont dit, c'est les 1500 de Ouattara là qui vont venir au Niger ici. Mais ils seront transformés en Kilichi. Donc, Tinubu a dit, cette affaire-ci, je ne peux pas envoyer l'armée dedans. Même les militaires commençaient à dire que si Tinubu leur demande d'attaquer le Niger, ça serait intéressant qu'on prenne Tinubu lui-même, on l'envoie au front. Ça voulait dire des coups d'État. Des rumeurs de coups d'État se sont mis à circuler à un niveau pas possible au Nigeria. Tinubu a renoncé à l'opération militaire. Sous la pression, en effet, du Mali et du Burkina. Et de ses propres généraux, qui lui disaient, si c'est la guerre, ça veut dire que le pays va être dirigé par les militaires. Les militaires ne peuvent pas faire la guerre pour un président, sous un président qui n'est pas militaire. Président, si tu veux que le pays soit en guerre, que le pays déclare une guerre internationale, donc il faut que nous on commande tout. Parce que toi, tu dors une bonne partie de la journée, tu dégages d'abord, on s'installe au palais présidentiel d'Abuja, et puis on mène la guerre. Il y a une troisième raison pour laquelle ils n'ont pas été capables d'engager la guerre. Mais ce sont les conséquences économiques. L'embargo contre le Niger a été fatal pour l'économie nigériane. Une bonne partie de l'économie du nord du Nigeria s'est effondrée en raison de l'affaiblissement des échanges économiques traditionnels à cette frontière. Les commerçants nigérians n'en pouvaient plus. Je vous rappelle que le Niger est le premier producteur d'oignons d'Afrique de l'Ouest. Et que l'oignon est un condiment incontournable dans toute l'alimentation en Afrique, pratiquement. Il y a donc pas mal de choses comme ça qui descendent du Niger vers le Nigeria, qui ne descendaient plus normalement, et des entreprises ont fermé. Et l'homme nigérian n'aime pas qu'on touche à son porte-monnaie. Tu peux t'amuser avec tout, sauf avec le porte-monnaie du Nigérian. Il n'aime pas ça. Les émeutes avaient commencé. Donc c'est sous la pression économique, de la stupidité de la décision d'embargo qu'ils ont arrêté. Mais aujourd'hui, Tinubu se sent obligé de donner des gages à ses maîtres, parce qu'il les a déçus, en n'attaquant pas le Niger. Il les a déçus en redoutant l'alliance des États du Sahel. Il les a déçus en se réfugiant derrière la constitution du Nigeria, qui ne lui permettait pas de déclarer la guerre sans l'autorisation du Parlement. Tinubu se sent obligé de donner quand même quelques garanties. Voilà comment il est venu à Paris et a garanti en retour que puissent se positionner des troupes hostiles et qu'elles puissent avancer leur ligne vers le Niger. Mais alors, comment on va s'en sortir dans cette affaire? Moi je dis et je répète qu'il faut encourager les mouvements panafricanistes dans tous les pays africains. Il faut encourager les mouvements panafricanistes dans tous les pays africains. Seule la révolution panafricaniste permettra de garantir la paix et la sécurité des nations panafricaines libérées du néocolonialisme et de l'impérialisme étranger. Je recommence. Il n'y a pas de solution de paix durable tant que la révolution panafricaine ne s'étendra pas. Si le Nigeria est dirigé par des hommes et des femmes qui sont dévoués au service du peuple nigérian, le Niger n'aura plus rien à craindre du Nigeria. La CEDEAO est une menace pour l'AES parce que la CEDEAO n'est pas au service du peuple africain. Il faut des révolutions dans les pays de la CEDEAO.
les révolutions panafricaines, populaires. Et il faut qu'émerge un leadership panafricain dans ces pays. Seul un tel leadership peut apporter les garanties aux pays souverains panafricains de l'AES que la paix est retrouvée. Voilà pourquoi, incontournablement, il va falloir s'intéresser aux jeux politiques internes des pays où se positionnent des troupes hostiles. Ces pays-là veulent provoquer des rébellions, des attentats terroristes, des coups d'État dans les pays de l'AES. Or, la ligne choisie par les pays de l'AES consiste à se défendre contre eux. Je pense que cette ligne n'est pas suffisante. L'AES ne pourra pas se défendre efficacement en restant uniquement dans la défensive. Tactiquement et stratégiquement, l'AES sera obligé de trouver des moyens d'offensive, c'est-à-dire d'avoir une diplomatie, une tactique et une stratégie d'influence en faveur des mouvements panafricanistes dans les pays hostiles à l'AES. Je ne peux pas le dire plus clairement que cela. Il y a quelqu'un qui dérange ici. Il s'appelle comment? Lecom. Ok, on va le chercher et le dégager. Qui parle mal là? Excusez-moi, on va faire un peu d'ordre dans l'Université libre d'Afrique des libertés. Apparemment, il y a quelqu'un, comment il s'appelle? Pape Loslo. Bon, Pape Loslo, on va donc le dégager. Très bien. Pape Loslo qui dit que je vais mourir. Oh, quelle information. Il dit que je vais mourir. C'est une information extraordinaire. Pape Loslo, l'immortel, l'éternel, abruti, hein, vient sur ma page YouTube pour me dire que je vais mourir. Ouais, Balok Pékin, un vendu. Suivant, qui trouble encore la classe là, on le bloque. J'ai déjà tiré la chasse d'eau. Comment il s'appelle? Ahmad Sakin. Dans la classe Facebook, il y a un Ahmad Sakin qui fait du bruit. On l'envoie chier au lac, comme on dit chez moi à Douala. Ahmad Sakin, viens ici. Ahmad Sakin, il est où? Trouvez-moi Ahmad Sakin. Faites une réponse à son commentaire, comme ça son nom va réapparaître. Je le bloque. Voilà des gens qui, au lieu d'apprendre, viennent jouer au niais. Ahmad Sakin. Ahmad Sakin. Bon, je le verrai après, je le bloquerai. Faites un commentaire sur son commentaire, comme ça il va apparaître en dernier, je le bloque. Très bien. Alors, on va avancer. On va avancer. Donc, le médicament à des pays comme le Nigeria, c'est le changement politique dans ce pays. Et il y a incontestablement au Nigeria des forces panafricanistes révolutionnaires, il faut les encourager. On ne va jamais s'en sortir tant qu'au Nigeria, des traîtres à l'Afrique seront au pouvoir. C'est clair ou pas? Voilà, c'est tout. Ils veulent la réaction, c'est-à-dire ramener le Niger en arrière. Ils veulent imposer un pouvoir réactionnaire au Niger. N'est-ce pas? C'est-à-dire ramener le Niger en arrière. Bon, le Niger, l'AES aussi doit chercher à imposer des pouvoirs révolutionnaires dans les pays qui veulent imposer des pouvoirs réactionnaires chez eux. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent ramener la réaction au pouvoir dans l'AES. Mais l'AES veut aussi amener la révolution au pouvoir chez eux. C'est comme ça que cette affaire-là va se résoudre. Tant que l'AES va simplement être dans une logique de on se protège contre eux, le problème ne sera pas résolu. Le problème sera résolu quand dans ces pays-là, la révolution panafricaniste sera exportée. Vous avez compris? Voilà. Ils veulent ramener des régimes néocolonialistes au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger. Mais nous, les panafricanistes révolutionnaires, on veut amener les régimes révolutionnaires panafricanistes dans tous les pays de la CEDEAO. C'est ça la dialectique. Et il faut que les gens comprennent cela clairement. On ne pourra pas avoir la paix avec la CEDEAO tant que la CEDEAO sera dirigée par des larbins du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est comme ça. Soit on choisit d'être tout le temps sur la défensive, toute notre vie, on se défend contre eux. Ils mettent un coup ici, on dit, hey, ils ont frappé encore ici. Aïe, ils ont frappé. Ou bien, en réalité, nous soutenons dans tous ces pays ceux de nos frères qui aiment l'Afrique
et qui aiment leur peuple. Nous les soutenons, ils prennent le pouvoir là-bas, et puis on est tranquille, on respire. On dit, enfin ça va. Ouais, ça va enfin. Oui, quand un panafricaniste révolutionnaire prendrait le pouvoir à Lagos au Nigeria, à Niamey on va respirer, on va dire, Allah. On va dire, Inch'Allah, Allahu Akbar. Oui, c'est ce qui va se passer. On n'aura pas la paix avant, hein. Vous qui êtes là sur les réseaux sociaux, vous pensez que la paix politique s'obtient par des incantations. Les incantations ne suffisent pas. Les incantations doivent s'accompagner d'une action intelligente. Ils veulent ramener Bazoum ou un autre Bazoum bis au pouvoir au Niger. Ils veulent ramener un pouvoir corrompu, un pouvoir néocolonisé comme celui de Damiba au Burkina. Ils veulent ramener le régime, je ne sais pas, de Ibeka au Mali. Ils veulent ramener un truc comme ça. Nous, on dit non. Mais sachez que simplement dire non ne suffit pas. Il faut faire tout pour que chez eux, il y ait des régimes qui ressemblent au régime d'Assimi Goïta. Des régimes qui ressemblent au régime d'Ibrahim Traoré. Des régimes qui ressemblent au régime de Abdourahmane Tiani. Là, ça va aller. Quand il y aura dans la CEDEAO essentiellement des régimes panafricanistes révolutionnaires et populaires, on va pouvoir respirer. Toi-même, tu vas prendre un vélo comme ça, tu pédales de Niamey à Lagos en chantant. Lundi matin, j'étais à Niamey. Lundi suivant, me voici à Lagos. L'Afrique est libérée. Demain, je vais à Abidjan. Après-demain, je vais à Bamako. Après-demain, je descends à Yaoundé. Vous pensez que ça va être facile comment? Il faut dégager les satrapes. Africains, si on ne dégage pas les satrapes, on n'aura pas la paix. Si on ne dégage pas les satrapes, on n'aura pas la souveraineté. Si on ne dégage pas les satrapes, on n'aura pas la prospérité qui pourtant nous ont été offertes potentiellement par le Tout-Puissant. Donc, le problème entre le Nigeria et le Niger, à mon avis, la solution de ce problème-là, elle n'est pas au Niger, elle est au Nigeria. Je recommence une deuxième fois. Le problème qu'il y a actuellement entre le Nigeria et le Niger, sa solution se trouve au Nigeria, pas au Niger. Il faut faciliter la solution. Le problème qu'il y a entre le Nigeria et le Niger ne peut pas être résolu au Niger. Il sera résolu au Nigeria par les Nigériens. Il faut les y aider. Ce problème s'appelle Tinubu, le néocolonialisme, le vassalisme, le valettisme négroïde. Cela s'appelle la génuflexion, l'aplaventrisme, le lèche-culisme. Cela s'appelle vraiment la renégatitude négriote. Cela s'appelle de tous les noms de la moutonnerie, négro-africaine. Voilà, c'est ça le problème. Il faut que des hommes prennent le pouvoir à Lagos, à Abuja. Qu'ils prennent le pouvoir dans la CEDEAO, des hommes. J'entends par là des êtres doués de bon sens, de raison, de liberté d'imagination authentique. D'accord? Pas des larbins, pas des vassaux, pas des valets, pas des rampants, comme les dirigeants de la CEDEAO actuelle. Si on ne veut pas la révolution dans ces pays-là, il ne faut pas s'attendre à la paix dans les pays où la révolution a eu lieu. Ces pays seront constamment en guerre. Ils seront sous pression, car la réaction, avec R majuscule, c'est un concept en philosophie et en sciences politiques qui signifie l'ordre ancien. La réaction cherchera toujours à renverser la révolution. C'est un combat entre les forces réactionnaires et les forces révolutionnaires qui se déploient à la frontière entre l'AES et la CEDEAO. Écrivez ça. Écrivez ça. Et donc, si les forces révolutionnaires ne pensent pas à enjamber les forces réactionnaires pour les frapper dans le dos, en soutenant les forces révolutionnaires du pays dominé par les forces réactionnaires, eh bien, ça veut dire que les forces réactionnaires auront toujours la possibilité de nuire aux forces révolutionnaires. En français compliqué, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ce que je voulais dire. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.